Intégral Bourse. Grégoire Favet sur BFM Business. Et on poursuit notre thématique émergente avec le pays à l'honneur, le Brésil, c'est facile. Michel Audban, bonjour. Bonjour Grégoire Favet. Directeur général de Gemway Assets. Alors vous ne nous parlez pas de thématique d'investissement, quoique vous nous faites déjà le portrait, et vous venez régulièrement le faire sur cette antenne. Vous venez nous dévoiler le portrait de ces grands tycoons des pays émergents qu'on ne connaît pas forcément, mais quelques-uns on commence à en connaître, et je pense qu'on va en connaître beaucoup d'autres à l'avenir. Là vous nous parlez du tycoon des médias au Brésil, mais même dans toute l'Amérique latine. C'est l'homme des médias en Amérique latine, et sa famille, c'est Roberto Marinho. Exactement. Roberto Marinho a créé le groupe Globo, qui est le plus important groupe de médias en Amérique latine. En effet, il est décédé aujourd'hui. Il a passé le contrôle du groupe à ses trois fils. Rien qu'au Brésil, 80% de ce qui est lu, écouté ou en écrit, donc je vais arriver, entendu, vient du groupe Globo. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Ils dominent largement, ils dominent très largement les médias. Ses trois fils sont Roberto et Dineo, José Roberto et João Roberto. Vous voyez, il faut s'appeler Roberto quand même dans la famille. Chacun porte Roberto, oui. Voilà, c'est pas une option. Ils ont à peu près chacun une fortune de 10 milliards de dollars. Notre tycoon, qui a souvent été comparé à Citizen Kane, est né en décembre 1904 à Rio de Janeiro. Pour donner une idée de l'importance qu'il a pris au Brésil, lors de son décès en 2003, Lula, qui n'était pas vraiment un ami, Lula a décrété 3 jours de deuil national suite au décès de Roberto Marinho. Bon, il est né dans une famille de journalistes, c'est ça, son père était journaliste. Son papa était journaliste, et à 25 ans, son papa vient de créer O Globo, donc c'est un journal qui est devenu un des plus grands journaux du Brésil, et il décède quelques jours après. Donc à 20 ans, Roberto se trouve à la tête de ce journal, mais il ne le dirige pas de suite. Il préfère pendant 6 ans faire profil bas, apprendre, gagner en crédibilité. Il va être journaliste pendant 6 ans, et puis lorsqu'il pense pouvoir prendre les rênes du groupe, il devient directeur général, et là tout va aller très vite. Il va se révéler être un vrai développeur, édition, radio, télé. Il va faire grandir le groupe de manière très importante. On lui a souvent reproché d'être proche des milieux politiques de droite. Il a été très ouvertement opposé à Lula lors de certaines élections. On l'accuse même d'avoir soutenu en 1964 la prise du pouvoir par les militaires. Tout ça est à peu près clair, mais on l'appelle aussi le president maker, c'est-à-dire le faiseur de roi, quoi. Oui, effectivement. Quelqu'un qui a 80% des médias d'un pays, il vaut mieux pas être totalement opposé quand même à cet homme-là. Il a été très actif jusqu'à la fin. Il n'a passé le relais à ses enfants qu'à 93 ans. Oui, donc on rappelle, fait ça. Il est décédé en 2003 à l'âge de 98 ans, donc il a attendu vraiment la toute fin pour passer le flambeau à ses fils. Justement, comment s'organise le groupe aujourd'hui de ces 3 fils qui gèrent quoi là? Alors, chacun gère une entité. Globo Organization, aujourd'hui, c'est 3 entités. Info Globo, historique, donc créé en 1925, qui est presse, édition et magazine, qui est le plus gros groupe de loin au Brésil dans ce domaine. Nombreux titres. O Globo, on en a parlé, qui est un des journaux les plus respectés au Brésil aujourd'hui. Valor Econômico, dans le domaine financier. Ensuite, en 1944, il a créé Radio Globo, puis Radio CBN, qui toutes les deux sont diffusées aujourd'hui dans les 30 plus grandes villes du pays. Elles sont toutes les deux très leaders dans le domaine. Et après a été développée la partie TV Globo. TV Globo aujourd'hui a 117 chaînes. TV Globo est géré par l'aîné, Roberto Dineo. 117 chaînes touchent quasiment tous les Brésiliens. Tous les Brésiliens regardent TV Globo chez eux. TV Globo a ses propres studios à Rio, plus d'1,5 million de mètres carrés. Quasiment tout ce qui est diffusé sort des studios, mais pas qu'au Brésil. Beaucoup de séries diffusées au Mexique sortent aussi des studios de TV Globo. Il inonde l'Amérique latine derrière. Et plus que l'Amérique latine. Alors, TV Globo est très connu pour les telenovelas, en particulier la telenovela de 21h. Gabriela, qui est une des plus connues, s'est exportée dans le monde entier, plus de 100 pays, y compris la Chine, y compris les États-Unis. On dit que Fidel Castro est un fan qui passe des heures devant la télévision à enchaîner les telenovelas de Globo.
Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Enfin, je veux dire, comment vous nous avez dit chaque fils est à la tête d'une entité du groupe. Est-ce que la transmission est assurée? Comment est-ce que tout ça peut se développer à l'avenir là encore? La transmission est assurée. C'est un groupe. On parle d'un groupe non coté, puisque c'est 100% du capital est détenu par la famille. Alors les fils plus les épouses. Roberto a été marié 3 fois, à 86 ans, il s'est marié pour la 3e fois. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête, quelle santé. Il s'est marié avec Lily de Carvalho, qui était une ancienne Miss France. Ancienne Miss France, effectivement. Miss France 1938. Bon. Pas toute jeune, elle non plus. Oui, toute jeune. Donc voilà, ce petit pool gouverne la société. 6,3 milliards de chiffre d'affaires, pour donner quelques idées. 1,5 milliard de résultats. C'est quasiment le chiffre d'affaires de TF1. TF1 fait 2,7 milliards de chiffre d'affaires et 150 millions de résultats. Donc un très gros groupe. On n'a pas ce titre en portefeuille pour raison. Ils sont pas cotés. Ils n'ont pas envie de se coter. Ça n'a jamais été une hypothèse, quelque chose qui a circulé. Enfin, contre 100% par la famille, c'est sûr que. Oui, et puis ils sont plutôt cash riches. Donc ils génèrent tout ce qu'il faut pour leur croissance. Pas besoin de fonds. Par contre, on parlait d'émergents il y a 2 minutes avec votre interviewé. On est plutôt prudent sur le Brésil aujourd'hui. Ouais. On a aujourd'hui 7% du portefeuille, contre un peu plus de 10,5% dans les indices. Très prudent parce qu'au-delà de l'effet Coupe du Monde dont vous avez parlé, le Brésil est à l'arrêt aujourd'hui. La croissance est quasi nulle. Donc on va chercher quelques sociétés, BB Seguridade par exemple, qui est une filiale de Banco do Brasil, qui vend de l'assurance vie, qui a un accord exclusif avec Banco do Brasil, qui est le plus gros réseau brésilien. En marginal, c'est-à-dire si Banco do Brasil vend, BB Seguridade paye un peu, s'ils ne vendent pas, ça leur coûte rien, ils n'ont pas à payer des salaires. Et puis également une société par exemple comme Estácio dans la formation, il y a un gros problème de formation, d'éducation au Brésil, et des sociétés dans le domaine de la formation se développent très bien. Ouais, c'est vrai que c'est un marché, un pays qui déçoit en matière macroéconomique, en matière d'investissement financier. Alors même si le marché brésilien s'est un peu repris, là, on va dire depuis quelques mois, comme le disait votre confrère qu'on avait juste avant de Conviction AM, voilà, pour lui il dit maintenant, il y a un début de rattrapage qui s'est fait, mais maintenant prudence, attendons d'avoir plus de visibilité avec les élections et de savoir s'il y a un véritable agenda de réforme qui se met en place en fonction du gagnant, de là ou du vainqueur des élections générales en septembre. Vous faites la moue, Michel, vous avez pas. Oui, on fait la moue parce que le marché a rebondi, mais pas vraiment sur de bonnes raisons. Il a rebondi parce que les sondages étaient un tout petit peu moins favorables à la présidente pour actuelle. Pour Dilma Rousseff, mais un petit peu moins favorable. Elle reste en tête. Évidemment, ce n'est pas une présidente qui amène sûrement le Brésil dans la bonne direction économique, donc les marchés préféreraient n'importe qui d'autre à part Dilma. Aujourd'hui, elle reste encore en tête. Et si elle est réélue, je crains qu'on puisse, un petit peu comme en Afrique du Sud, attendre des réformes à plus tard. Heureusement, d'autres pays comme Inde, Chine, peut-être Indonésie. Nous avons le 9 juillet les élections en Indonésie. Et à suivre, est-ce que M. Djokovic, qui est un candidat assez proche de Narendra Modi, je veux dire, dans le positionnement, donc l'Indien, très pro-business, voilà, celui qui a été élu en Inde, est-ce que M. Djokovic, le gouverneur actuel de Jakarta, qui fait de très belles choses, va être élu? Ce sera un très bon signal. Bon, pays dont on pourra peut-être parler prochainement avec vous. C'est vrai qu'il y a une grosse année électorale, on le rappelle, pour ces pays émergents. Il y en a eu en Inde, il y en aura donc en Indonésie cet été. Au Brésil, à la rentrée, on suivra ça de tout près dans Intégral Bourse. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous. Michel Audeband, directeur général de G-7 sur BFM Business.